Eddy Fougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po Aix, à Audencia également, qui est l'école de commerce de Nantes, spécialiste des mouvements contestataires, observateur des mutations de notre monde, de notre société et auteur, entre autres, donc, de Malaise à la ferme, enquête sur l'agribashing, paru l'année dernière aux éditions Maribé. L'agribashing, on va le rappeler, c'est cette critique qui est parfois violente et même physique contre les agriculteurs, contre le système de production agricole, avec parfois des attaques sur les personnes elles-mêmes, dans les fermes. Et on va essayer avec vous de prendre du recul, de mieux comprendre ce qui se passe, comment avancer, puisque vous le dites, la situation n'est plus tenable aujourd'hui avec autant de tensions. Et vous dites que cet agribashing, il est difficile à vivre pour les paysans parce qu'il attaque deux piliers de l'agriculture française. L'agriculture de plein champ, à travers les attaques contre les produits phytosanitaires, et l'élevage aussi, à travers le débat sur la condition animale. Alors on va prendre l'un après l'autre, l'attaque contre les produits phyto et l'agriculture de plein champ. En quoi c'est une attaque qui est violente, d'après vous? Alors, déjà, l'agribashing, effectivement, c'est ce sentiment que beaucoup d'agriculteurs ont, pas tous, selon lequel, dans l'espace public, dans les médias, mais pas que dans les médias, aussi sur les réseaux sociaux, dans l'édition, dans ce que disent les hommes politiques, les intellectuels, sur les plateaux de télévision ou ailleurs, mais aussi dans les productions culturelles, par exemple. Donc que ces différents acteurs émettent un certain nombre de critiques vis-à-vis principalement de l'agriculture conventionnelle, et donc en particulier sur la question des phytos et de l'élevage. On reviendra sur la question de l'élevage. Mais ce qui est assez intéressant à noter aussi, c'est que cela se traduit pas uniquement par des critiques, mais aussi, quelquefois, par des discussions franches et même agressives avec des néo-ruraux sur les exploitations, sur les champs ou à proximité des exploitations. Il faut le dire, aujourd'hui, on a des voisins qui ne supportent plus les épandages, on a eu des menaces de mort contre certains agriculteurs, Exactement. On a des graffitis sur les fermes, et puis, ça va très loin. Des actes malveillants, là, plutôt de militants, et qui ne concernent pas uniquement les agriculteurs conventionnels, il y a aussi des agriculteurs bio qui ont été l'objet de ce type de critique parce qu'ils traitaient aussi. Et donc, ça n'est pas uniquement l'agriculture conventionnelle, c'est un grand nombre d'agriculteurs qui font l'objet de ce type de critique, à la fois dans l'espace public, dans l'espace général, mais aussi dans l'espace privé quelquefois. Alors, les phytos, effectivement, je dirais les deux mamelles, entre guillemets, de la critique, sans faire de mauvais jeu de mots, sont principalement aujourd'hui les phytos et l'élevage intensif, voire l'élevage tout court. À une certaine époque, ça n'était pas du tout le cas. À une époque, je dirais dans les années 90, il y avait déjà la critique de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture intensive, productiviste. On peut remonter même plus dans des périodes antérieures. Il y avait les paysans travailleurs qui critiquaient ce mode de production et qui dénonçaient par exemple l'élevage des veaux aux hormones. Donc ça, c'était dans les années 70-80. Dans les années 90, on était plus sur la critique des OGM, avec cette idée qu'il y allait avoir une mainmise d'un certain nombre de grandes entreprises américaines, notamment de biotechnologie, sur l'agriculture, avec la dénonciation des semences Terminator, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment la critique majeure, et le symbole de cette critique, c'était le faucheur volontaire. Et puis ça a muté. Et aujourd'hui, effectivement, les symboles de la critique de l'agribashing aux yeux des agriculteurs, c'est plutôt L214 sur l'élevage et un certain nombre d'associations environnementalistes, et en particulier Génération Future, sur les phytos. Il y a toujours eu une critique de l'agriculture, des modes d'élevage conventionnels ou autres, dans les années 60, 70, comme vous le dites très bien, mais on allait sur des points précis. Le veau aux hormones, la demande c'était d'arrêter les hormones pour les veaux. Les OGM, la demande c'était d'arrêter les OGM, mais ce n'était pas d'arrêter toute la chimie autour de l'agriculture. Aujourd'hui, on a l'impression que ce phénomène, vous le dites, c'est radicalisé. On demande l'arrêt de tout. Oui, parce que déjà, il y a eu un certain nombre de crises. Je pense qu'il y a eu le grand tournant et dans la deuxième partie des années 90. La crise de la vache folle, 96, la réplique en 2000, et puis très vite arrive la controverse sur les OGM, c'est aussi en 96. Donc là, je dirais, il y a un avant et un après. Et donc toutes les critiques classiques que l'on entendait vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle pour aller vite ont été beaucoup plus audibles.
Et d'ailleurs, c'est à partir de 99-2000 qu'il y a la médiatisation de José Bové, de la Confédération paysanne, qui a surfé sur cette vague de critiques de l'agriculture productiviste, intensive, etc., etc. Et donc, ça a créé un terrain qui s'est développé par la suite. Alors, pourquoi c'est toujours difficile à évaluer, de savoir pourquoi à un moment donné on a basculé vers cette forme de critique. En 2006-2007, il y avait pas mal d'analyses, il y avait même un colloque qui avait été organisé qui essayait de comprendre pourquoi la critique des pesticides ne passait pas en France, avec des analyses très sophistiquées en disant oui, l'amiante et les pesticides, c'est pas la même chose, et la critique des pesticides, ça ne prend pas en France. Bon, plus de 10 ans après, on voit que ces analyses étaient un peu erronées, et on est effectivement passé aujourd'hui à une critique beaucoup plus radicale, beaucoup plus intensive, radicale dans le sens où auparavant, on voulait effectivement, quand je dis on, ce sont les ONG, plutôt un usage dit raisonné, et puis l'interdiction des produits considérés comme les plus dangereux, notamment pour les abeilles. Et aujourd'hui, on est dans une logique plutôt abolitionniste. C'est ce qu'on voit du côté, par exemple, du mouvement Nous voulons des coquelicots, ou c'est ce qu'on voit du côté de L214, qui veut une abolition, tout simplement, de l'usage de produits phyto de synthèse ou l'usage de l'élevage. Oui, juste pour bien comprendre ce phénomène, effectivement, on est parti sur des critiques qui étaient sur des points particuliers, le veau hormones ou bien le gaucho pour les abeilles. On demandait l'interdiction d'un produit parce qu'il faisait du mal aux abeilles, en tout cas, ou l'interdiction d'un produit parce qu'il faisait du mal à la condition animale. Et c'est ça qui est étrange depuis ces années, de passage de un produit, on veut interdire tout produit chimique et tout élevage, on va dire, traditionnel ou conventionnel des animaux. Oui, parce qu'il y a eu sans aucun doute un glissement, par exemple sur la question des phytos, il y a eu un glissement de la vision des phytos, c'est-à-dire qu'on est passé de l'idée justement que les produits les plus dangereux pouvaient être nocifs pour la santé des abeilles et des utilisateurs, les agriculteurs, à l'idée, pas uniquement sous l'influence des ONG d'ailleurs, c'était aussi des rapports officiels qui ont été divulgués sur le sujet au début des années 2000, que le problème c'était les résidus de pesticides que les consommateurs pouvaient ingurgiter dans tous les produits de consommation courante, des produits alimentaires. Donc on n'était plus sur quelque chose de ponctuel qui amène effectivement à ce qu'on remette en cause les produits incriminés, mais au fait qu'on incrimine l'ensemble, l'idée même de pesticides, avec souvent, je dirais, une interprétation compliquée entre les experts et les non-experts. Ça a été le symbole, c'était bien sûr l'émission de Cache Investigation consacrée aux pesticides en février 2016, où on voit que l'émission est basée sur un chiffre, les fameux 97%, en considérant qu'il y a 97% de produits qui contiennent des résidus de pesticides. Or, le chiffre de l'EFSA, qui est la base de l'émission, Élise Lucet l'a dit, c'est que 97% des produits sont en deçà du seuil de toxicité. Donc il y a eu cette confusion avec cette idée que effectivement les experts mettent l'accent plutôt sur cette notion de seuil de toxicité et sur la probabilité que l'on puisse être impacté par ces produits, et je dirais les non-experts qui vont considérer qu'à partir du moment où il y a du poison, il faut interdire le produit. Parce que, parallèlement, il y a cette idée de ce principe de précaution, ou ce que certains appellent l'idéologie du précautionnisme, à savoir l'idée de risque zéro qui s'est imposée parce qu'il y a eu cette montée des préoccupations par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, que l'on a pu observer depuis le début des années 2000. C'est quand même paradoxal d'avoir aujourd'hui cette critique si forte de la manière et si radicale de la manière de produire de l'alimentation à un moment, et vous le soulignez très bien, où on ne meurt plus d'intoxication comme auparavant. L'alimentation, les pommes, les carottes, les pommes de terre qu'on va trouver dans le commerce et issues de l'agriculture conventionnelle ne sont pas dangereux pour la santé. Alors, c'est ce que certains ont appelé effectivement la tragédie du sens commun, c'est-à-dire ce paradoxe où effectivement, le premier paradoxe, c'est que certains ont peur
de s'alimenter alors que, je dirais, nos ancêtres avaient peur de ne pas avoir accès à la nourriture. Il faut en revenir quand même à la base. Et c'est pas si vieux que ça. Effectivement, les tickets de rationnement, c'était jusqu'en 1949, où on avait effectivement de grandes difficultés pour pouvoir s'alimenter. Donc ça, je dirais, on est passé d'une pénurie à une abondance, il ne faut jamais l'oublier. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'en France, on ne meurt quasiment plus, et heureusement, d'intoxication alimentaire. Et quand on regarde les chiffres, ne serait-ce que dans les années 1920, 1930, il y avait des dizaines de milliers de personnes en France qui mouraient d'intoxication alimentaire. Aujourd'hui, quand il y a des intoxications alimentaires, on en entend parler dans les médias parce que c'est très très rare. Donc il ne faut pas oublier les éléments de base. On a accès à l'alimentation et à une alimentation de qualité qui aboutit à ce qu'on ne meure pas d'intoxication alimentaire. Alors après, effectivement, je pense que le système alimentaire pâtit aujourd'hui des crises qui se sont produites il y a quelques années, en particulier la crise de la vache folle, et puis les controverses autour des OGM en particulier aussi, et puis d'un système alimentaire qui est de plus en plus hors sol, entre guillemets, c'est-à-dire que, et ça a été révélé en particulier par le Chevalgate, la crise de la viande de cheval, où on a découvert un système alimentaire, en tout cas le grand public a découvert un système alimentaire extrêmement complexe avec une multitude d'acteurs un peu partout en Europe, des traders, des abattoirs, des transformateurs, d'autres transformateurs, des distributeurs, des marques qui ne produisent pas directement. Et tout ceci est un facteur très anxiogène parce que on va faire confiance à son boucher du coin parce qu'il va nous parler du producteur on va presque connaître le nom de la vache, mais un produit ultra transformé, Claude Fischler parle d'OCNI, d'objets comestibles non identifiés, qui est fabriqué on ne sait où par on ne sait qui, c'est quelque chose d'anxiogène. Donc tout ceci aboutit de façon, je dirais, presque logique à ce qu'aujourd'hui, il y ait ces interrogations, ces préoccupations par rapport à l'alimentation, même si cette alimentation est abondante. Il y avait des craintes à ce propos au moment du premier confinement. Les rayons étaient achalandés, les rayons de pâtes et de riz qui étaient vides, c'était juste parce que les gens s'étaient précipités pour en acheter. Et on ne meurt plus non plus d'intoxication alimentaire, mais il y a quand même cette inquiétude. C'est ce qui est difficile à comprendre pour beaucoup de paysans. D'un côté, ils ont le sentiment de bien faire leur travail, de produire, et on voit bien, vous le rappelez, qu'en période de confinement, même dans ces périodes-là, on a à manger, on ne meurt pas de faim. Il n'y a plus d'intoxication, ils ont le sentiment de faire des produits qui sont bons, en tout cas pas nocifs pour la santé, c'est leur sentiment. Et beaucoup d'entre eux ont très très mal vécu cette émission, vous dites qu'il y a été quand même un tournant de cache investigation d'Élise Lucet sur les pesticides. Ils l'ont ressenti de manière très injuste par rapport au travail qu'ils faisaient. Vous avez vous-même étudié le vocabulaire, la fréquence des mots dans cette émission, et on voit que le premier mot qui ressort, c'est pesticides, derrière c'est enfant, derrière c'est danger, derrière c'est autisme, donc une impression très anxiogène qui sortait de ce cache investigation. Ce cache investigation a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup d'agriculteurs, même si paradoxalement, on ne parlait pas tellement d'agriculture, on parlait de produits phyto, on parlait de... L'émission de cache investigation ne montre pas du doigt les agriculteurs, elle montre plutôt du doigt les agrochimistes en tant que tels. Et sur Lactalis, l'émission sur Lactalis, d'ailleurs, les agriculteurs étaient plutôt contents que Cache Investigation tape sur Lactalis. Alors, au-delà de ça, effectivement, ça a été un choc pour les agriculteurs parce que, je dirais, cette émission a permis de montrer au grand public, de rendre audible au grand public, et cette émission rencontre à une audience très importante, tous les arguments qui étaient développés par des associations depuis quelques années, mais que le grand public ne voyait pas nécessairement. Donc elle a permis de vulgariser cette critique. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est effectivement l'impression d'avoir une attaque à charge, pas toujours bien fondée. L'affaire des 97%, même le journal de gauche Libération a critiqué cette erreur faite par l'émission Cache Investigation sur cette mauvaise interprétation des 97%.
Et donc avec cette idée que il y a une sorte de bombardement d'informations de nature anxiogène. Effectivement, je me suis entre guillemets amusé à compter les mots qui étaient employés par les journalistes et par toutes les personnes qui étaient interviewées, et j'en suis arrivé à connoter les mots positifs ou négatifs, et en gros, sur une émission de plus de 2h30, on entend un mot anxiogène toutes les 16 secondes en moyenne. Donc, indépendamment de ce qu'on peut penser de l'utilité de cette émission, c'est une émission qui est utile. Il y a toujours un cache investigation qu'on trouve intéressant. Il y a quand même des interrogations à avoir sur l'objectif même de ce type de journalisme, souvent un journalisme d'insinuation un petit peu, et qui aboutit à ce que, effectivement, la question des pesticides devienne un sujet de nature anxiogène. Il suffit de voir sur les recherches Google, les Google Trends, à partir de février 2016, on voit une augmentation des recherches des Français sur cette question-là. Ce qui est gênant par rapport à ce type d'émission, c'est qu'on a transformé un certain nombre de sujets en une sorte d'étendard, en une sorte de totem, où il faut être pour ou contre, et c'est quelque chose d'extrêmement tranchant. Ça a été exactement la même chose à propos du glyphosate. Alors est-ce qu'on peut dire, comme l'affirment certains agriculteurs, que finalement toute la critique contre eux, la critique contre ce système, la manière de faire de l'élevage ou la manière de mettre des intrants chimiques dans la terre, c'est la faute aux médias, c'est la faute à cache investigation, c'est la faute, il y a beaucoup de ressentis, et vous le dites aussi dans votre livre, contre France Télévisions. On a des vedettes, et sans porter aucun jugement sur ces personnalités, mais comme Nagui, comme Hugo Clément, qui vont promouvoir des pratiques végétariennes, des pratiques sans viande, des pratiques véganes. Est-ce que, comme le disent les agriculteurs, ce sont les médias qui sont en train de faire la tendance? Pour moi, c'est une question assez complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule cause. Tout ne vient pas de France Télévisions, de telle ou telle émission, ou des médias au sens large, parce que moi je n'ai pas mené d'études en la matière, mais c'est un petit peu ce que j'appelle le syndrome de l'erreur d'arbitrage. Quand on est supporter d'une équipe de football, on ne voit les erreurs d'arbitrage que contre son équipe, mais pas pour son équipe. Et effectivement, sur les médias, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs ne voient que les émissions à charge et pas nécessairement les émissions qui sont neutres ou sont positives par rapport à la production agricole. Donc, il ne faut pas établir d'amalgame en la matière. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de journalistes qui sont plutôt engagés. Bon, ils ont le droit d'être engagés, mais il faut qu'ils montrent effectivement, qu'ils soient clairs avec cet aspect-là. Et je dirais que les médias se font l'écho d'un certain nombre d'évolutions de la société. C'est-à-dire qu'il y a... je ne crois pas qu'il suffise qu'une ONG sorte un rapport et que France Télévisions en parle pour qu'il y ait un phénomène social qui suit. Prenons un exemple très précis. Cela fait maintenant des années que des ONG militent pour faire en sorte que les nanotechnologies, les nanoparticules deviennent un sujet de débat. Les médias en parlent un petit peu, mais ça ne prend pas. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est le terrain sociétal. Et ce terrain sociétal n'est pas prêt parce qu'il n'y a pas nécessairement d'inquiétude à propos des nanoparticules, il n'y a pas de connaissance suffisante de l'opinion publique, donc ça prend à un moment donné ou ça ne prend pas. Et moi, je pense que le bon diagnostic à faire, ça n'est pas nécessairement de montrer du doigt tel ou tel journaliste ou telle association. Les associations, elles font leur job. Les journalistes, ils ont leur opinion, mais c'est que ça prenne à un moment donné. Et donc, je dirais la bonne réponse à apporter, c'est de remettre dans le débat des vérités, mais aussi de voir ce que pense le grand public. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, des médias qui peuvent promouvoir ou des personnalités qui promeuvent une agriculture, par exemple, entièrement biologique, sans intrants chimiques, et puis plutôt végétarienne, avec le moins d'animaux et élevés tous en plein champ,
Est-ce que c'est, dans les enquêtes que vous avez vues, dans ce que vous avez observé, la demande générale, majoritaire de la société, ou est-ce que c'est la pression d'un groupe d'opinion minoritaire? Là aussi, les choses sont complexes, c'est-à-dire que ce qui caractérise la société française, c'est la fragmentation. L'archipel français, pour reprendre le terme employé par le politologue Jérôme Fourquet. Donc, pour moi, il est difficile de dire la société veut ça. Déjà, au départ, il faut partir de ce postulat-là. Ensuite, tout le monde veut une alimentation de qualité, veut que les animaux soient bien traités, veut que l'on traite le moins possible les cultures, veut que l'on respecte la planète, l'environnement, et veut des produits abondants et pas chers. Bon, et là, à un moment donné, entre le citoyen en nous, le consommateur qui veut aussi accéder rapidement aux produits, qui veut perdre le moins de temps lorsqu'il fait ses courses, qui veut des produits pratiques, et le client qui regarde les offres promotionnelles et le prix, il y a un aspect schizophrène. Donc déjà, la société est fragmentée et nous-mêmes, nous sommes fragmentés entre nos attentes. Donc il y a cette dimension-là. Effectivement, il y a une frange de la société qui réclame une agriculture agroécologique, bio. Vous l'estimez dans votre livre entre 20 et 30% de la population. Alors là, c'est basé sur différentes enquêtes qui ont pu être menées, notamment par le CREDOC ou par d'autres instituts. Effectivement, en gros, il y a deux types de catégories qui sont des fers de lance de cette transition agroécologique, pour aller vite. Il y a, je dirais, des catégories moyennes, des professions intermédiaires qui sont dans une logique elles-mêmes de transition écologique et qui veulent une alimentation qui respecte leur santé, respecte la santé des animaux, la santé de la planète. Enfin bon, c'est le concept de santé unique. Et puis, il y a les catégories plus aisées qui revendiquent la même chose, mais qui, dans leur mode de vie, ne respectent pas nécessairement une grosse empreinte carbone, pour aller vite, quoi. Elles voyagent en avion et elles roulent en SUV. Donc ce sont ces deux principales catégories qui ont une particularité, c'est qu'effectivement, elles s'expriment très souvent dans l'espace public, elles bénéficient de relais d'opinion, ils peuvent écrire des livres, ils peuvent passer dans les médias, intervenir dans les réseaux sociaux, participer à des associations. Donc ils ont une force, ils ont un poids dans les médias, mais ils ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des Français. Comme on le dit dans le domaine du marketing, leur part de voix est sans commune mesure avec leur représentativité réelle. Mais pensons aux véganes. Effectivement, d'un point de vue numérique, les véganes représentent entre 0,2 et 0,3% de la population. Je ne parle pas des végétariens, mais des véganes. Les végétariens sont un peu plus, 3%. Mais leur part de voix est très très importante, puisque quand on regarde auprès des catégories jeunes, des enquêtes montraient qu'il y avait un tiers des jeunes qui étaient sensibles à ce discours-là. Donc, le rapport entre... Enfin, il faut prendre en compte la part de voix plus que la part réelle. Et dans l'argumentaire des agriculteurs, quelquefois, on entend le fait que la majorité silencieuse, mais on ne sait pas ce que c'est que la majorité silencieuse. C'est la majorité, mais surtout, elle est silencieuse. Donc, c'est très compliqué. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, pour moi, à cette fragmentation, les productions agricoles doivent être multiples parce que effectivement, il y a une partie de la société qui a des contraintes financières évidentes. Une enquête menée il y a 1 ou 2 ans montrait qu'il y avait 14% des ménages qui étaient à 1 euro près lorsqu'ils faisaient leurs courses. Donc, ils veulent du bio, ils veulent du sain, mais ils n'ont pas les moyens pour ça. Et donc, il doit y avoir une partie de la production agricole qui réponde à leurs besoins. Donc, vous l'écrivez dans votre livre, si vous dites s'il y a une montée globale qualitative de l'agriculture et une montée des prix, attention, on a un risque d'exclusion d'une partie de la population. Exactement.
il y a une sorte d'équation qui s'est installée un petit peu dans l'espace public, qui consiste à dire les attentes sociétales, c'est le terme qui est employé, veulent plus de bio, plus de végétariens, plus de circuits courts pour aller vite. Il y a une flèche, et puis ça veut dire monter en gamme généralisée. Mais cela part, encore une fois, de l'hypothèse qu'il y a une seule attente sociétale, que la société est unie, c'est le seul domaine où la société française serait unie, et donc que l'agriculture française, dans sa grande diversité de production de filières ou de modes de production, devrait répondre de façon unifiée. Et pour moi, cette question de la montée en gamme pose deux types de problèmes. C'est un message plutôt négatif envoyé aux producteurs, puisque si on vous dit il faut travailler en faisant de la production de meilleure qualité, ça veut dire que vous faites une production de mauvaise qualité. Bon, ça, ce n'est pas nécessairement un message positif envoyé aux producteurs, et c'est un message aussi négatif envoyé aux consommateurs, parce qu'on leur dit, en gros, la part de votre revenu que vous consacrez à l'alimentation, qui est de l'ordre de 14%, c'est pas assez. Il va falloir consacrer davantage, et il va falloir vous habituer à ce que la nourriture soit plus chère. Et ça, effectivement, certaines catégories l'acceptent, pour des raisons financières ou pour des raisons d'acceptation de la transition écologique, les deux catégories dont j'ai parlé à l'instant, mais d'autres n'en ont pas les moyens et n'en ont pas nécessairement envie, parce qu'il y a celles et ceux qui vont avoir une application type Yuka pour faire leurs courses, et puis celles et ceux qui vont regarder s'il y a une promo sur une Nutella, comme cela a été le cas il y a quelques années. Donc c'est la même société. Et il faut répondre, encore une fois, à ces différentes... donc monter en gamme, oui, pour certaines filières. Ça a été réussi, par exemple, pour la viticulture en France, où il y a eu une montée en gamme généralisée. Sans doute que cette montée en gamme va se faire sur la question de la viande. La campagne menée par Interbev, tous flexitariens, en est l'un des symboles, cette idée qu'on doit manger moins de viande, mais de meilleure qualité avec des filières durables. Mais on ne peut pas envisager une montée en gamme généralisée ou un passage généralisé à une agroécologie, parce que cela aboutirait vraisemblablement à ce que le prix de l'alimentation augmente et que la part de l'alimentation dans le revenu des individus augmente. Eddy Fouché, vous invitez donc à prendre du recul par rapport aux critiques radicales qu'on peut entendre ici ou là. Vous nous dites attention, on a aussi des critiques qui émanent de groupes mais qui ne sont pas majoritaires dans la société, mais qui en revanche ont des porte-voix ou des capacités d'expression qui sont très importantes, mais qui ne représentent pas l'ensemble de la société. Vous nous dites si on a une montée en gamme qualitative rapide, si demain toute la France passe en production bio, il y a un risque d'exclusion sociale de certaines personnes qui ne pourront pas se permettre d'aller acheter. Donc l'agriculture, elle doit être multiple, elle doit répondre à la multiplicité des publics. Ça, c'est un discours qui est plutôt positif pour les producteurs parce qu'il relativise beaucoup de choses et puis les déculpabilise aussi sur certaines de leurs pratiques. En revanche, je vous dis d'un autre côté, les agriculteurs aussi doivent entendre ce que demande une majorité de Français. On ne peut pas rester sourd. Et là-dessus, vous nous dites qu'on doit obtenir, les agriculteurs doivent obtenir un permis social d'opérer. J'aimerais bien que l'on s'arrête quelques instants là-dessus, parce qu'il y a ce qui est autorisé par la loi, ce qui est autorisé par les autorités sanitaires. Ça ne veut pas dire que c'est forcément accepté par la population. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on ne doit pas établir un amalgame entre ce que disent des ONG, ce que véhiculent certains médias ou certains journalistes et le grand public. Mais il n'empêche que le grand public a des interrogations, des inquiétudes, et c'est ça qu'il faut entendre. Et c'est ça auquel les agriculteurs doivent répondre. Et ils ne peuvent pas répondre uniquement en disant c'est autorisé par l'ANSES, c'est autorisé par la loi, point barre. Alors par exemple, les épandages, les distances de sécurité autour des épandages, la loi mesure le nombre de centimètres ou de mètres qui sont autorisés en limite de propriété. Ce n'est pas pour autant que la société accepte. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi il y a des épandages, pourquoi à ce moment-là, pourquoi le soir et pas la journée.
Pourquoi de cette manière? C'est compliqué à comprendre pour un agriculteur, mais j'ai le droit de le faire, donc pourquoi est-ce que l'on m'interdit de le faire? Ça fait partie effectivement des incompréhensions qui existent entre la société et les acteurs économiques en général. Aujourd'hui, pour la plupart des secteurs d'activité économique, il ne suffit plus de produire, il ne suffit plus de commercialiser des produits, il faut répondre à un certain nombre d'interrogations de la société. C'est-à-dire que la société a mis le pied dans la porte et aujourd'hui exige d'avoir son mot à dire sur la façon dont les choses sont produites, la façon dont les choses sont distribuées. Et si les acteurs économiques ne le prennent pas en compte, c'est compliqué pour eux. Et d'où cette notion de permis social. Ça n'est pas moi qui ai inventé ce concept, c'est un concept qui vient notamment du secteur minier, où effectivement l'extraction minière peut avoir un impact sur l'environnement, sur des communautés locales, et ce secteur d'activité a été amené à prendre en compte le point de vue des différentes parties prenantes. Et les parties prenantes aujourd'hui, les acteurs économiques, ça n'est plus uniquement les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les salariés, c'est aussi la société, les médias, la société civile. Et si il n'y a pas de prise en compte de ces parties prenantes, ou si les acteurs économiques n'arrivent pas à les convaincre qu'il y a une utilité aussi pour la société, pour le consommateur de ce qu'ils font, on tombe dans le risque de contrôle social. C'est ça que je veux bien comprendre. Aujourd'hui, vous nous dites, on va prendre un exemple banal, un agriculteur qui fait de l'épandage, par exemple, de produits chimiques sur ses champs, l'ensemble de ses voisins qui est mobilisé parce qu'ils ne veulent pas d'épandage à côté de chez eux, jamais dans mon jardin, not in my backyard, vient menacer parfois physiquement l'agriculteur en lui demandant d'arrêter. Si la réponse de l'agriculteur c'est « oui, mais j'ai légalement le droit de le faire, vous n'avez pas à m'interdire de le faire », oui, il a légalement le droit, mais il n'a pas obtenu son permis social. Il va devoir obtenir une sorte d'autorisation morale, on va dire, quelque part, de la part de ses riverains. C'est très dur à accepter pour un agriculteur ou pour les acteurs économiques, parce qu'on a changé de monde, mais il va falloir l'accepter à un moment donné. Regardons dans d'autres secteurs d'activité. Avant, EDF s'installait dans un village, disait on va construire une centrale nucléaire, souvent le village acceptait, au nom de l'intérêt général par rapport à l'intérêt égoïste, le concept de NIMBY, donc comme vous l'avez dit, not in my backyard, c'était pour dire vous êtes des affreux égoïstes alors qu'il y a l'indépendance énergétique de la France qui est en jeu. Aujourd'hui, le simple fait de mettre l'accent sur l'intérêt général, ça ne suffit pas. Et vous dites que si les agriculteurs n'obtiennent pas ce permis social... le simple fait de dire « on vous nourrit », ça ne suffit pas. Ouais. Et s'ils n'obtiennent pas ce permis social, vous allez plus loin, vous leur dites « attention, si vous ne vous arrangez pas pour obtenir ce permis, vous allez passer sous le contrôle social ». Ça veut dire quoi très concrètement? Très concrètement, c'est les zones de non-traitement. C'est-à-dire, effectivement, il y a des interrogations de la part de voisins néo-ruraux par rapport aux épandages. Donc, sous cette pression des maires, décide de prendre des arrêtés avec des zones de non-traitement qui pouvaient aller c'était 100 mètres, 200 mètres, et en obligeant les agriculteurs à respecter ces zones de non-traitement. Donc c'est la société qui devient qui définit la norme que doivent respecter au-delà de la loi, au-delà de ce que les autorités scientifiques édictent, ce que les acteurs économiques doivent faire. Ce que vous nous dites est un sacré changement de pensée, notamment pour les agriculteurs. Vous nous dites que ce n'est plus la loi, mais c'est la société qui définit la norme de ce qu'elle souhaite accepter. Oui, la société s'est invitée dans le jeu. Aujourd'hui, elle est une partie prenante des activités économiques. On ne le voit pas uniquement dans le secteur agricole, on le voit dans tous les autres secteurs. Et ça a été accéléré par la crise de la Covid, mais on le voit pour le plastique, pour les compagnies pétrolières, pour l'industrie du transport aérien, pour l'industrie automobile. Regardons juste le transport aérien, on n'avait jamais entendu parler de la honte de prendre l'avion auparavant. Aujourd'hui, des compagnies aériennes prennent en compte cela. Vous avez KLM qui a un site qui s'appelle Fly Responsibly et qui explique
qu'elle prend en compte cette critique de la société et qu'elle réfléchit à l'empreinte carbone de l'aviation et que pour certaines distances, il vaut mieux prendre le train. Vous imaginez une compagnie aérienne qui dit à ses clients « prenez le train ». Donc on a changé de monde et je pense que c'est lié à la fois des problématiques globales comme le changement climatique qui font que les secteurs d'activité jugés responsables des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique deviennent des secteurs d'activité un petit peu montrés du doigt. Et puis il y a des nouvelles générations, qu'on le veuille ou pas. Alors on peut dénoncer Greta et d'autres, mais ces nouvelles générations ont une autre vision de l'économie et exigent des acteurs économiques qu'ils fassent ce qu'ils ne faisaient pas nécessairement avant, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte le bien commun. Et là, vous dites clairement dans votre livre aux agriculteurs, mais n'ayez pas peur, vous êtes aussi dans cette démarche pour une majorité d'entre vous, n'ayez pas peur d'ouvrir vos exploitations et quelque part de tout montrer à vos riverains, aux voisins ou aux personnes qui souhaitent venir chez vous. Vous devez réapprendre à communiquer avec la société. Il y a eu une mauvaise interprétation de ce qu'est l'agribashing, en considérant que l'agribashing, justement, qu'il y avait un amalgame entre Génération Future, Élise Lucet et le grand public. Bon, ça n'est pas la même chose. Et donc la mauvaise interprétation des agriculteurs, c'était que, pour aller vite, les Français ne nous aiment plus. Et c'est faux. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, on ne voit pas ça. Deux exemples très précis. Chaque année, au moment du Salon de l'agriculture, il y a le baromètre d'image des agriculteurs fait pour Dimanche Ouest France. C'est fait depuis 1999, on a les chiffres jusqu'à 2020. On va avoir les chiffres en 2021, même s'il n'y a pas de salon. En moyenne, le taux de confiance des agriculteurs, c'est 74,5%. Donc c'est juste pour les agriculteurs. Quand on regarde d'autres enquêtes plus ponctuelles sur les confiances envers les professions, les agriculteurs font partie des professions en qui on a le plus confiance. Ce qui n'est pas le cas nécessairement des médias et un peu moins le cas des ONG. Et le dernier chiffre, en 2020, c'était 72%. Et on ne voit pas nécessairement une baisse ces dernières années de la confiance. Au contraire, ça avait un petit peu augmenté. Donc, il y a un deuxième exemple, c'est ce qu'a fait Agriculteurs de Bretagne lorsqu'ils ont mis en place cette association, l'ensemble de la profession agricole a mis en place cette association en Bretagne en 2012. La première chose qu'ils ont faite, c'est faire un sondage auprès des Bretons parce que les agriculteurs bretons étaient persuadés que les Bretons ne les aimaient plus. Et c'est exactement le même chiffre, avec deux éléments importants. Un, les Bretons faisaient confiance aux agriculteurs, et deux, les Bretons attendaient de l'information de la part des agriculteurs en considérant que les agriculteurs étaient les mieux placés pour apporter des réponses à leurs informations. D'où effectivement cette idée que je défends, selon laquelle, il ne faut pas trop perdre de temps à répondre aux véganes, à répondre aux antipesticides. Il faut répondre bien évidemment avec des arguments et c'est ce que font des journalistes ou d'autres organismes à travers le développement du fact-checking. Il y a par exemple Decodagri qui est ce site qui développe ce type de fact-checking, mais surtout ce que les agriculteurs doivent faire, c'est s'adresser à ce grand public, ce terrain sociétal qui peut être sensible à ces arguments. Ça veut dire quoi très concrètement pour eux, alors s'adresser au grand public? Ce qui marche le mieux, c'est lorsque les agriculteurs s'adressent directement à ce grand public. Face à face, alors c'est pas facile en ce moment, mais ouvrir les exploitations. Ouvrir les exploitations, c'est ce qui marche le mieux. Alors, il peut y avoir des journées portes ouvertes, mais il peut y avoir aussi des magasins à la ferme. Ça, c'est pour que le grand public dépasse un certain nombre d'idées reçues sur la façon dont les vaches sont traitées, la façon dont les agriculteurs travaillent. Parce que l'agribashing est aussi le reflet du fait que
finalement, la société ne sait pas nécessairement à quoi ressemble l'agriculture d'aujourd'hui. Parce que les agriculteurs aussi, vous le dites dans votre livre, ont perdu l'habitude ces 20-30 dernières années, peut-être sans s'en rendre compte d'ailleurs, de parler aux riverains, de parler au grand public. Alors, ils sont plus facilement à la coopérative agricole, chez leurs fournisseurs ou en industrie, qu'en discussion avec le grand public. Parce qu'ils n'ont pas été obligés de le faire. Pour deux raisons principales. La première raison est une raison de nature économique, c'est-à-dire qu'il y a eu la chaîne de production alimentaire a fait que, notamment pour les grandes cultures, si vous êtes un gros producteur de céréales en Île-de-France, vous n'avez aucune raison de vendre vos produits directement aux consommateurs. Vous n'allez pas transformer, faire de la farine pour le transformer et vous adresser directement aux consommateurs. Donc, économiquement, beaucoup d'agriculteurs étaient des fournisseurs de matières premières, plus ou moins transformées, à des transformateurs, à l'industrie agroalimentaire. Et donc, le consommateur final était extrêmement loin. Donc, ça, c'est le premier aspect. Il n'y avait pas d'obligation économique, ce qui a amené aussi les agriculteurs à ne pas nécessairement sentir que la société avait bougé. Puis le deuxième fait que les agriculteurs ne soient pas obligés de s'adresser directement au grand public, c'est que pour faire pression sur les gouvernements, sur les politiques, ils n'étaient pas obligés de mobiliser l'opinion publique. Ils avaient leurs entrées. Ils avaient leurs entrées dans les ministères, ils pouvaient manifester, éventuellement casser, avec une certaine impunité. Il suffisait d'appeler Chirac. Donc le tas de fumier devant la préfecture, on appelle Chirac. Bon, je caricature, mais il y a un peu cela. Et cette rente politique n'existe plus. La droite n'est plus au pouvoir, parce qu'il y avait souvent des affinités entre, pour aller vite, la FNSEA et la droite gaulliste. La droite n'est plus au pouvoir, et durablement, a priori, les politiques eux-mêmes n'ont plus nécessairement de racines rurales, ne cultivent plus cet aspect-là et considèrent, quoi qu'il en soit, que ce sont les préférences des citadins qui doivent prévaloir. Et j'en veux pour preuve un exemple très précis. En 2017, pour la première fois, on ne sait pas quel a été le vote des agriculteurs à la présidentielle. J'ai cherché les chiffres, personne ne sait. Alors, il y a un chiffre qui est sorti dans la presse, personne ne sait d'où il vient. C'est un chiffre d'un institut de sondage. Les infos que j'ai, c'est que l'institut de sondage ne sait pas d'où vient ce chiffre. Donc, c'est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, personne n'a voulu commander un sondage pour savoir ce que les agriculteurs votaient en 2017. Parce qu'ils sont numériquement, aujourd'hui, assez limités dans la société. À tort. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde le nombre d'exploitants, les chefs d'exploitation, ils sont très peu nombreux. Mais enfin, il y a des retraités, il y a des gens qui sont dans l'entourage de ces chefs d'exploitation, des conjoints, des enfants qui sont en âge de voter. Il y a toutes les personnes qui travaillent dans les organisations professionnelles agricoles, et toutes les personnes qui travaillent dans le secteur alimentaire. Et il y avait une évaluation qui avait été faite qui montrait que c'était à peu près 8% du corps électoral, tous ces gens-là. Donc je pense qu'il y a une sous-estimation du poids, et à l'échelle des territoires c'est encore plus net, de l'agriculture et de tout ce qui va autour de l'agriculture. Mais ça c'est une parenthèse. Mais tout ceci, donc, le fait que les agriculteurs ne soient pas obligés de parler directement aux consommateurs et qu'ils ne soient pas obligés de mobiliser l'opinion pour avoir un poids politique, a fait que n'était pas obligé de s'adresser au grand public. Et j'en veux pour preuve un chiffre qui a été publié il y a 2 ans qui montre que seulement 17% des messages du secteur agricole s'adressent directement au grand public. Ce n'est pas dans l'ADN de l'agriculture. Donc là, vous leur dites il est temps de changer. Non seulement il est temps de changer, mais ça change. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une jeune génération d'agriculteurs, notamment les fameux agri-youtubeurs, qui ont vraiment intégré cette dimension non seulement de communication, c'est-à-dire aujourd'hui ils considèrent que communiquer, ça n'est pas un fardeau supplémentaire, comme une sorte de contrainte supplémentaire par rapport à leurs activités. Et ces agri-youtubeurs, d'ailleurs, pour le souligner, ces agri-youtubeurs sont suivis
assez massivement sur YouTube quand ils prennent leur caméra, qui montrent comment ils élèvent leurs vaches, leurs poules, leurs tracteurs. Et le deuxième aspect de ces agri-youtubeurs, c'est qu'effectivement, ils s'adressent au grand public. Et pas nécessairement dans cette idée de convaincre sur un mode de production. Alors, ils peuvent passer quelquefois des coups de gueule, entre guillemets, sur certains aspects, suite à tel ou tel reportage télévisé, mais la plupart du temps, c'est pour montrer concrètement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne passent plus par les médias, ils parlent directement au grand public. Exactement, exactement. Et ça marche à tel point que, alors, via Twitter pour certains agriculteurs ou YouTube, mais à tel point qu'il y a 2 ou 3 ans, le patron de Twitter Monde est venu en France et a rencontré des agriculteurs. Il était surpris de voir à quel point les agriculteurs étaient investis avec une communauté qui est France AgriTweeto, qui est peut-être l'une des communautés professionnelles les plus influentes et importantes sur le net, et puis le fait que sur Twitter, et puis ces agri-youtubeurs qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. David Forge, celui qui a le plus d'abonnés, il a plus de 100 000 abonnés, avec des vidéos qui peuvent dépasser le 1 million de visionnages. Et les vidéos qui sont les plus visionnées sont des vidéos sur la vie quotidienne. C'est les moissons, le machinisme. Alors, le public n'est peut-être pas le grand public, c'est aussi beaucoup un public captif, notamment d'étudiants ou d'enfants d'agriculteurs, d'étudiants d'écoles d'agriculture. Mais il y a une frange qui est le grand public. Et puis surtout, ces agri-youtubeurs deviennent des bons clients médiatiques. Donc, et via Twitter aussi, les journalistes plus généralistes sont touchés par ce qu'ils voient. Donc c'est un vecteur, non pas d'influence, mais en tout cas d'information et de pédagogie important. Et en tout cas, ce qui me semble essentiel, c'est le fait que ces agriculteurs aient intégré l'idée qu'il faille communiquer et communiquer en direction du grand public sans être nécessairement dans cette logique dichotomique bio-pas bio. Ils sont dans autre chose. Et ça, c'est effectivement la bonne nouvelle du côté du monde agricole. Ouais, vous nous dites, agriculteurs, communiquez, ouvrez, reprenez la parole avec les consommateurs parce que vous l'aviez peut-être perdu ces paroles ces dernières années, alors que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou en ouvrant simplement les portes de votre exploitation à vos voisins. Reprenez la parole et montrez-leur sans gêne, sans honte ce que vous faites et discutez avec eux pour mieux comprendre leurs attentes. Sinon, le contrôle va être très dur sur vous. J'aimerais bien passer sur un dernier point de votre livre qui est aussi passionnant, de voir qu'au-delà de cet agribashing, au-delà des tensions qu'on peut avoir avec les agriculteurs, il faut bien comprendre que derrière tout ça, on a aussi des peurs ancestrales qui remontent dans la tête des uns et des autres, qui remontent dans la tête des consommateurs, de ceux qui mangent des produits agricoles, on en parlera, mais qui remontent aussi dans la tête des paysans. Et si on veut bien arriver à avancer, il faut comprendre ces peurs qui peuvent remonter à plusieurs siècles et qui sont là. Ce sont lesquelles ces peurs dans la tête des paysans ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, on n'est pas uniquement sur, je dirais, la mousse médiatique du dernier tweet ou de la dernière émission. On est sur des éléments qui relèvent peut-être plus de l'inconscient ou de la dimension culturelle. Et ça, c'est plus compliqué à faire évoluer. Et vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que sur les questions agricoles et sur les questions alimentaires, un certain nombre de crises, la vache folle d'un côté ou même la question des OGM ont réveillé un certain nombre d'angoisses du côté des consommateurs, l'angoisse de la transmission de la maladie par les animaux. L'angoisse de ce qu'on ne voit pas, voilà, de manière générale. La peste bovine ou d'autres angoisses. L'angoisse aussi de la manipulation du vivant, de la transgression de la nature. On donne des farines animales à des animaux herbivores, la manipulation du vivant avec les OGM. Bon. Et donc ça a réveillé de vieilles angoisses en la matière, comme la Covid a réveillé de vieilles angoisses sur les grandes pandémies. Et du côté des agriculteurs, il y a cette idée, effectivement, que l'agribashing pourrait aboutir à ce qu'un matin ils se lèvent, ils entendent la radio et les phytos sont interdits, ou l'élevage est interdit. Donc il y a cette idée d'insécurité
qui ne soit pas uniquement une insécurité sur le revenu, mais une insécurité, comme c'est le cas habituellement, mais une insécurité de nature existentielle, c'est-à-dire le fait que, et on en revient à ces deux piliers dont je parlais initialement de l'agriculture, mais le fait que finalement, par exemple, qu'il n'y ait pas de garantie qu'il y ait une récolte chaque année. Parce que ça, c'est une angoisse qui a été dans l'angoisse agricole pendant des siècles et voilà. des siècles. Il ne faut jamais oublier que les agriculteurs sont là. Leur peur, c'était de ne pas arriver à gérer un climat, ne pas arriver à gérer des orages, ne pas arriver à gérer des pourritures, du moisi sur une récolte, avoir des récoltes gâchées, avoir un travail qui soit aussi pénible, parce que c'est un travail qui est difficile, avoir des prix qui ne soient pas sécurisés. Et on s'est aperçu que petit à petit, à la fin du XXe siècle, ils arrivent à stabiliser tous ces facteurs. Et là, on agite des chiffons rouges. Et chez eux, ça fait peur de retomber dans le passé il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il y a cet aspect, cette peur de la régression, au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire l'idée de revenir en arrière avec cette incertitude sur la récolte, vous l'avez dit. Est-ce qu'on aura une récolte ou pas? Cette incertitude sur cette idée aussi que le paysan est ignorant et qu'il a besoin d'un tuteur. Ça, c'est quelque chose l'infantilisation dans l'inconscient collectif qui est très fort, je pense, dans le monde agricole, cette idée que le paysan est du mauvais côté de l'histoire. Il vote Napoléon, il est contre la République, il est monarchiste, etc. etc. Cette idée que, alors que le monde agricole avait une grande fierté d'avoir été le fer de lance de la modernisation de la société et de la modernisation de l'économie française dans les années 50-60. Et donc aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile à accepter pour eux, on peut le comprendre, on les montre du doigt en disant vous êtes des empoisonneurs, vous êtes des personnes qui nuisent à la planète, vous êtes des personnes qui nuisent à la santé, vous êtes des personnes qui nuisent aux animaux, et ça c'est très dur à accepter, avec donc cette crainte de revenir au monde d'avant en fait. Et je pense que celles et ceux qui militent en faveur de la transition agroécologique, ce qui peut se comprendre compte tenu des enjeux qui nous attendent, doivent développer aussi une acceptabilité aux yeux du monde agricole de cette transition. Ils doivent en tout cas avoir ces peurs ancestrales en tête. Ce n'est pas uniquement garantir un revenu, avoir des substituts de produits qui sont interdits, c'est aussi gérer cet aspect psychologique auprès des agriculteurs. Passer d'une sécurité à une insécurité, c'est-à-dire sécurité d'avoir une récolte au fait de peut-être pas avoir une récolte, et de ne pas montrer les agriculteurs comme des empêcheurs de transitionner en rond. Et ça, vous l'écrivez très bien en forme de conclusion, se rappeler que les agriculteurs, les agricultrices sont avant tout des hommes et des femmes qui font de leur mieux pour nourrir la planète au quotidien. La solution est de se rappeler que ce sont des hommes, que ce sont des humains. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les débats assez vifs que l'on peut avoir sur différents sujets, même au-delà de l'agriculture et de l'alimentation, on ne juge plus nécessairement quelqu'un en fonction de ce qu'il va dire, de ses convictions, ou même de ses contradictions, on a tous des contradictions, mais en fonction de ce qu'il représente, de ce qu'il incarne. Et aujourd'hui, effectivement, un céréalier de la Beauce n'est pas un individu, un humain, c'est l'incarnation d'un système économique, c'est l'incarnation de l'agro-industrie, c'est l'incarnation de l'agrochimie de Monsanto. Et là, vous rappelez, ben non, c'est d'abord un humain. Ben oui, et on voit que dans la réalité, les choses sont encore une fois très complexes. Il y a des agriculteurs qui ont des parcelles en bio et des parcelles en conventionnel. Beaucoup d'agriculteurs ont effectivement fait beaucoup d'efforts et je pense que c'est sans doute le monde agricole a insuffisamment communiqué là-dessus, c'est-à-dire sur la réduction des intrants, des efforts ont été très très importants. Mais il y a eu sans doute
dissonance dans la communication du monde agricole, c'est-à-dire qu'ils ont diminué l'utilisation des intrants, mais en même temps, dans l'espace public, on n'entendait que leur opposition à l'interdiction du glyphosate, à l'interdiction des néonicotinoïdes, aux ZNT, etc., etc. Donc, les gens ont considéré que le monde agricole ne voulait pas faire des efforts, alors qu'il le faisait. Donc, ils n'ont pas dit ce qu'ils faisaient, et c'est ça qui a abouti aussi à ces incompréhensions. Mais n'oublions pas l'humain, et ça veut dire aussi que le monde agricole ne doit pas oublier qu'en face, il y a des humains aussi, et que le meilleur moyen de rétablir un dialogue, c'est aussi de dépasser des préjugés. C'est-à-dire que le monde agricole a aussi beaucoup de préjugés par rapport à la société. La société, ce ne sont pas que des bobos, ce ne sont pas que des véganes, ce ne sont pas que des écolos. Ce sont des personnes qui se posent des questions. Prenons un cas très concret, des jeunes parents qui vont avoir un enfant se posent des questions sur la façon dont ils vont s'alimenter et dont ils vont alimenter leur enfant. C'est légitime, mais comment ils vont s'informer sur les pratiques agricoles? Est-ce qu'ils vont aller sur des sites d'ONG? Est-ce qu'ils vont aller sur des sites des blogs? Ou est-ce que c'est à l'agriculteur d'expliquer ce qu'il fait? Je pense que c'est plutôt la dernière option qui est la plus préférable. Toute dernière question, Eddy Fougé, pour clore cet entretien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous fascine? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus finalement chez les agriculteurs? Et pourquoi avoir fait ce livre derrière? Alors moi, je me suis intéressé au monde agricole un petit peu, je dirais, à la fois naturellement et par accident. Naturellement parce que ma famille vient de ce monde-là, donc c'est ma première langue, c'est ma langue maternelle. Et par accident, parce que je n'ai pas nécessairement travaillé sur ces sujets-là, je travaillais plutôt sur des mouvements contestataires et sur des mouvements, des tendances sociétales, ce qui m'a amené par accident, effectivement, à m'intéresser à des mouvements anti-OGM, anti-pesticides, anti-viande, et donc à retrouver un chemin qui était un chemin familial, entre guillemets. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail? Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui peut nous rassembler. Je pense qu'on est dans une période très compliquée où la société est fragmentée, divisée, avec des tensions très fortes, avec des incompréhensions réciproques. Et le témoignage que j'ai essayé de faire à travers cet ouvrage, c'est de ne pas camper sur les positions des uns et des autres en disant voilà, il y a de l'agribashing, il y a des méchants qui nous en veulent, et de l'autre côté, il y a considérer que les agriculteurs sont des affreux empoisonneurs et tortionneurs d'animaux, mais d'établir aussi les bases d'un dialogue entre les uns et les autres. Parce que du côté de la société, on voit que les choses évoluent aussi. Les gens ne sont pas dupes de tous les discours qu'ils peuvent entendre, tant du côté de l'industrie et du gouvernement que du côté des ONG. Les gens essaient de diversifier leurs sources d'information. Et on voit bien avec des initiatives comme C'est qui le patron qu'aujourd'hui, consommer responsable pour beaucoup de consommateurs, c'est prendre en compte aussi l'intérêt des producteurs et lui assurer un revenu décent. Et du côté du monde agricole, on voit bien aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que prendre en compte le point de vue du consommateur, s'adresser directement à lui, répondre à ses interrogations, l'informer, c'est une priorité. Donc, j'essaie de faire passer aussi à travers cet ouvrage un message d'espoir en disant il faut qu'il y ait une reconnexion entre les uns et les autres. On n'a pas le choix. On ne peut pas envisager une société contre ces agriculteurs et on ne peut pas envisager une agriculture sans agriculteurs. C'est possible techniquement, ce n'est pas souhaitable. Merci Eddy Fougé. On rappelle donc votre livre Malaise à la ferme aux éditions Maribé. Merci à vous.